demander maintenant à Anaïs. Je dirais qu'alors Anaïs, elle a dû rougir tout le temps parce qu'on a dit plein de bien et d'elle et du global, mais je vais lui demander si je peux me permettre un peu de retirer son étiquette Japet, peut-être pour avoir plutôt aussi votre expertise et votre regard large, je dirais, sur les deux univers que vous connaissez, notamment un, et donc ce sont les premiers visuels que je vais montrer là, qui est l'exemple à l'hôpital. Il y a encore une fois, c'est une de mes obsessions, c'est cette question de la symétrie des attentions. Je ne sais pas si David Orlikowski est encore là, mais vraiment c'est un truc qui est important. Donc Anaïs, c'est à vous, vous prenez les choses comme vous voulez. Vous avez deux démarrages tout de suite, donc des visuels sur l'univers médical, et puis après un petit peu plus largement, mais on est toujours chargé à cette question intégration, prise en compte de la personne, intégration, quelles sont les vigilances et les parentés aussi que vous voyez entre ces deux univers. Vous, Anaïs? Alors, avant de commencer sur l'univers médical, sur la partie intégration des exosquelettes pour le maintien dans l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap, dans les intégrations, il y a vraiment deux types de profils dans ce cadre. Il y a le profil de la personne qui a un handicap qui ne se voit pas et qui est parfois mal perçu quand il est absent parce qu'il y a des problématiques, et où avoir un exosquelette, pour lui, ça va être la façon de justifier ou de crédibiliser un handicap qu'il peut avoir et qui peut ne pas être perçu par les collègues. Et il y a le deuxième type de population où c'est justement, j'ai un handicap, j'ai besoin d'un outil qui va m'aider à me maintenir dans mon emploi, et justement au contraire, là je vais pas vouloir qu'il se voit parce que j'ai pas envie que mes collègues voient que j'ai un handicap. Donc il faut vraiment réussir à trouver l'exosquelette qui d'abord va convenir à la pathologie de la personne dans le cadre de son maintien dans l'emploi, mais aussi et surtout bien comprendre les problématiques qu'on va avoir au niveau de l'intégration. Est-ce que c'est quelqu'un qui va utiliser l'exosquelette pour se maintenir à l'emploi et dont l'exosquelette va aussi être un moyen de justifier que oui, j'ai besoin d'un outil parce que j'ai réellement un handicap qui pèse sur mon quotidien au travail, ou est-ce que j'ai un handicap et justement je ne veux pas que ce handicap interfère vis-à-vis de mes collègues, et dans ce cas-là, on va avoir des démarches d'intégration qui vont être un peu différentes entre ces deux types de profils. Après, sur la partie intégration des exosquelettes dans le milieu médical, vous en parliez au début, Anne-Marie, effectivement, il y a deux volets. Il y a le volet où on pense, dont on pense tous. Il y a le volet des aides-soignantes, des infirmières, qui sont les premières lignes de prise en charge des patients, puisqu'elles vont être directement au contact pour réaliser les soins. Mais il ne faut pas oublier non plus tous les métiers cachés du milieu hospitalier, les métiers de la lingerie, les métiers de la restauration, les métiers de la logistique, les métiers du nettoyage et de l'entretien, qui sont aussi des métiers où il y a de fortes contraintes au milieu hospitalier, dans le milieu hospitalier, et qu'il faut aussi prendre en charge. Donc après, comme le disait Lionel, il y a une première étape qui est d'abord d'aller contacter directement, d'aller voir directement les opérateurs sur leur poste, quel que soit le métier, pour leur demander quelles sont les contraintes de leur métier et comment est-ce qu'on peut les aider à diminuer ces contraintes pour pouvoir évaluer toutes les solutions envisageables pour diminuer le risque de troubles musculo-squelettiques sur leur poste, et ensuite tester les différentes solutions qui sont possibles afin de trouver la meilleure solution ou les meilleures solutions qu'on va pouvoir combiner afin de pouvoir réduire au maximum le risque de troubles musculo-squelettiques. Donc là, on peut le voir, hein, on est sur la gauche sur des aides-soignantes qui, lors des mobilisations de patients ou des soins au lit, vont avoir des postures qui sont contraignantes, et la mobilisation de patients qui va forcément impliquer du port de charge. Sur la partie de droite, on est plus sur des chirurgiens ou des aides opératoires qui, au bloc, effectivement, sont dans des postures qui sont contraignantes et qui sont maintenues pendant parfois plusieurs heures. Mais on peut être aussi sur des métiers qui sont plus sujets à des métiers de l'ombre, qui sont plus sujets à des problématiques comme la restauration ou la partie logistique, où il y a eu des essais aussi et des intégrations qui ont été faits à l'hôpital Foch
et des intégrations qui sont en cours de démarrage à l'hôpital Paul Doumer à la PHP. Merci. De ce côté, plus généralement, Anaïs, si vous pouviez un petit peu faire écho aux vigilances qu'indiquaient, je dirais, à la fois Lionel et Léo et Julien aussi sur cette question de encore une fois, de la prise en compte de la personne, de l'individu personne, aussi bien dans ses activités, hospitalières, mais aussi dans les autres. Vraiment, j'arrive pas à penser le suivant. Si, oui. Alors, nous, on est parti sur le principe que quand on parle de santé au travail, il y a un mot qu'on a tendance à facilement oublier, c'est le mot santé. Et effectivement, en fait, la santé, elle est individuelle à chacun. Donc, dans les exosquelettes ou dans n'importe quelle solution qu'on va vouloir intégrer pour la prévention santé au travail ou le maintien au travail d'une personne qui est en situation de handicap, il y a un volet individuel et un volet humain qui est primordial. Chaque solution doit être adaptée à chaque personne selon sa pathologie, selon son besoin et selon son activité ou la façon dont elle va réaliser son activité. Il y a des personnes qui vont nous contacter avec une fiche de poste où c'est ce poste qui est réalisé, on cherche une solution pour réduire les contraintes sur ce type de poste. Et nous, on leur pose toujours la question de oui, mais est-ce qu'on peut avoir des photos ou des vidéos du poste de travail en question? Et on nous dit, vous avez eu la fiche de poste. Entre une fiche de poste et la façon dont concrètement la personne va réaliser son métier, il y a parfois un petit différentiel, tout simplement parce qu'il y a des contraintes humaines, parce qu'il y a des contraintes environnementales qu'on n'a pas forcément prises en compte, ou tout simplement parce que chaque personne va réaliser une tâche ou une façon de procéder un peu différemment qui peut jouer sur l'intégration et sur le succès d'intégration de solutions. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas passer à côté d'aller faire tester les solutions sur le terrain aux personnes avant de prendre la décision d'intégrer un tel type de solution. De la même façon, quand on est sur une personne qui a une pathologie, quelle qu'elle soit, il est important d'intégrer le corps médical en fait dans l'intégration de ce genre d'exosquelette, tout simplement pour être sûr que la pathologie de la personne, elle est compatible avec l'utilisation de l'exosquelette. On est sur de la santé au travail et dans la santé au travail, il y a une dimension santé et une dimension individuelle qui est primordiale. Merci de cette précision, je crois que c'est tout à fait important parce qu'on voit bien, moi, dernière question, puis après j'aimerais peut-être qu'on passe la parole à encore deux autres gourous que sont nos grands professeurs universitaires, mais une question pour vous Anaïs, en écho à ce qu'était la remarque de Lionel en disant depuis 3-4 ans ou plus, on voit les choses évoluer, on voit il y a une forme de regard plus professionnel et à la fois plus précis. Comment, et notamment d'attention à la personne, tout ce que vous voulez, mais vous, comment vous voyez les choses sur peut-être un peu un spectre un peu large d'entreprises ou d'entités utilisatrices? Je pense qu'effectivement, Lionel l'expliquait bien, on a vu le monde des exosquelettes s'ouvrir avec des exosquelettes qui étaient dédiés à une typologie de mouvement, une typologie d'activité. C'est-à-dire, on a une activité bras en l'air, on a développé un exosquelette qui va aider pour les bras en l'air, mais on considère que du coup, il y a un poste ou une tâche qui ne va comporter qu'une seule typologie d'activité. Or, en fait, on se rend compte qu'un métier, elle est composée de plein de tâches différentes qui impliquent plein de mouvements, plein de prises de posture, de positions qui sont très variées. Et il faut aujourd'hui que l'exosquelette ne soit pas adapté à un poste, qui ne soit pas adapté à un type de tâche, mais qui soit adapté en fait à l'aide à une partie ou la préservation d'une partie du corps humain. Quel que soit son mouvement, quelle que soit sa posture, on vient préserver l'intégrité d'une partie du corps. Et les exosquelettes de demain, ils seront conçus de telle sorte qu'ils aideront l'humain et ils aideront plus une tâche ou un mouvement précis. Merci. Merci à vous Anaïs.